Merci, Christine, d'avoir rappelé ces données tellement importantes, c'est-à-dire cette idée que on n'est pas là pour apporter une norme préfabriquée aux familles, mais effectivement partir de là où elles sont, de leur spécificité et tenter de les aider, non pas les aider directement, mais les aider à s'aider elles-mêmes, c'est-à-dire à se trouver elles-mêmes des solutions. C'est-à-dire que les familles qu'on voit, en fait, sont des familles en panne. Et au fond, parce que les familles, normalement, ont des capacités de créativité liées à la structure même. Je ne vais pas développer ça, mais euh, donc de nous avoir appelé ça est quelque chose de très important. Alors, pour cette intervention, d'abord, je voulais remercier Grégoire Vitry de son invitation parce que ça m'a permis de renouer avec ma première formation. Alors, je suis médecin, je suis psychiatre, je suis un psychiatre un peu particulier puisque j'ai jamais prescrit de drogue légale, ni illégale bien évidemment, mais j'étais thérapeute d'un bout à l'autre de ma carrière, qui est longue. Euh, mais ma première formation de thérapeute, c'était thérapeute d'enfants. Donc, je dois dire que, et puis que j'ai dirigé un centre de consultation pour enfants à une époque. Et puis, bon, je suis passé après dans un service ambulatoire qui s'occupait essentiellement de patients très atteints au niveau du psychotique, des patients multitraités, multi-hospitalisés souvent, mais qui habitaient dans leur famille à Paris. Donc. Et j'ai dirigé cette unité pendant presque, oui, plus de 30 ans. Donc. Et c'est dans ce cadre-là que que j'ai eu besoin de découvrir la thérapie familiale, on va dire, parce qu'on avait de gros problèmes avec les familles de nos patients qui comprenaient pas tout. Enfin, disons, ils nous comprenaient pas et nous, on les comprenait pas. Donc, c'était par hasard que j'avais rencontré Ziggy Hirsch dans une petite île et puis qui m'a appris qu'il y avait la thérapie familiale. Et donc, j'ai plongé dans ce domaine et puis ben, je ne l'ai pas quitté depuis. Sinon, une petite escapade du côté des couples, du fait qu'on a été très sollicité à un moment par des demandes de couple. Alors, mais l'enfant dans tout ça, en particulier dans les situations de couple, c'est souvent je dirais le grand oublié. C'est-à-dire qu'on fait des thérapies de couple, puis on oublie qu'on a des collègues qui sont les enfants, qui sont aux premières lignes et puis qui réagissent par rapport à ce qui se passe à la maison et qui tentent quelquefois des solutions et qui sont donc d'une certaine façon nos partenaires et que de temps en temps j'aime bien rencontrer, euh, même si la demande au départ n'était pas liée à eux. Alors, il faut quand même rappeler quelque chose au niveau du sujet, c'est-à-dire de la famille, le couple, l'enfant, ben, que la famille aujourd'hui euh, a évolue à une vitesse considérable. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui n'était absolument pas, par exemple, ce que moi j'ai pu connaître dans mon enfance. Alors c'est un petit rappel pour ceux qui ont assisté à certains de mes cours, donc, mais je trouve qu'il est important. C'est-à-dire que le grand changement au niveau des familles, euh, et c'est pas le mariage homosexuel, c'est pas le nombre extrêmement important de familles recomposées, ce qui est nouveau, c'est le fait que le couple a quitté la famille. C'est-à-dire que dans le passé, dans mon passé, le couple faisait partie d'une famille. C'est-à-dire que quand on avait des enfants, et quand j'étais jeune, il est évident qu'on ne divorçait pas. C'est-à-dire que c'était socialement très mal vu, euh, vu comme quelque chose de très transgressif et donc les gens qui divorçaient alors qu'ils avaient des enfants étaient vraiment souvent rejetés, avaient beaucoup de difficultés sociales par la suite.
on voit bien ce qui s'est passé là depuis quelques années, c'est-à-dire que le couple maintenant et la famille, c'est une espèce de kit démontable. C'est-à-dire, même si on a des enfants, si on n'est pas satisfait dans le couple, eh bien on va pouvoir divorcer et on aura la famille d'un côté ou la dimension familiale et la dimension couple qui n'est plus ou qui va se recomposer ailleurs, etc. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et dont les conséquences sont considérables. Et en particulier au niveau des enfants qui, aujourd'hui d'ailleurs, vivent quand même dans une certaine insécurité. Il faut dire que quand dans une classe vous avez au moins un tiers des enfants dont les parents sont séparés, pour les autres, c'est quand même une source d'inquiétude. Et autant vous dire que les enfants aujourd'hui regardent leurs parents de très près et sont très attentifs à ce qui se passe à l'étage au-dessus. Alors, il y a le fait de cette différence qu'il y a entre le couple et la famille se marque, c'est-à-dire en pratique, on a au départ donc un couple qui s'est constitué, là je vais pas développer ce sujet-là, et puis à un certain moment, ce couple décide d'avoir un enfant. Et donc, le couple va créer, donc à ce moment-là, une autre institution que le couple, c'est-à-dire un petit ensemble familial qui comprend au départ au moins les deux parents et l'enfant, et qui va s'appeler famille. Et on va avoir une interaction qui se crée entre le pôle couple et le pôle famille. Alors parfois, c'est quelque chose qui peut être tout à fait harmonieux, c'est-à-dire le couple peut se développer finalement de façon assez autonome, et puis la dimension familiale être bien structurée, et les choses se passent plutôt bien. Maintenant, il peut se passer quand même un certain nombre de choses, et en particulier l'une qui est que la famille peut être invasive. C'est-à-dire qu'elle peut prendre une place de plus en plus grande, c'est-à-dire qu'il y a un enfant, il y a un deuxième enfant, puis par ailleurs il y a le travail, etc. Et la place du couple peut tout à fait être, disons, marginalisée, et là il va y avoir des difficultés. L'autre problème étant aussi le fait ça j'en parlerai peut-être un peu plus tard, que les deux parents vont s'impliquer maintenant par rapport aux enfants. Alors, une des conséquences fréquentes, et là nous on voit les gens plutôt en thérapie de couple, c'est une espèce de fraternisation. Le couple, au fond, se désexualise et devient deux éducateurs, deux co-éducateurs, et oublie la relation amoureuse, oublie la relation sexuée qui les avait séduits au départ. Donc on a une espèce de fraternisation, le couple devient une équipe, si vous voulez. Maintenant, vous avez l'inverse, mais qui est beaucoup plus rare, c'est-à-dire des couples qui sont des couples qui sont très passionnels entre eux. Et alors, j'ai trouvé une phrase qui m'a bien amusé, c'est-à-dire les enfants dont les parents s'aiment sont des orphelins. C'est-à-dire qu'effectivement, il nous arrive de rencontrer une situation où les enfants sont une espèce de décoration sur le couple. Je dirais que c'est quelque chose, ils sont là pour admirer le couple d'une certaine façon. Et bon, c'est une autre problématique qui se présente. Je me suis permis de mettre un extrait de votre ouvrage où on retrouve ces explications dans votre ouvrage Thérapie de couple, Robert. Ouais, oui, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Hein. J'ai remis les deux. Enfin bon, bref. Non, c'est bien. Alors, je dirais qu'il y a plein de sujets que je pourrais aborder sur cette histoire de l'enfant, le couple, la famille. Il y en a un qui me tient particulièrement à cœur parce que on voit de plus en plus de ces situations en thérapie. Le scénario est presque toujours le même, c'est-à-dire des parents qui appellent complètement affolés parce qu'ils n'arrivent
plus à faire façon souvent, ça peut être une fille, ça peut être peut-être un peu plus souvent un garçon, c'est-à-dire qui se montre de plus en plus envahissant, de plus en plus revendiquant et de plus en plus, quelquefois, violent. C'est-à-dire, il va y avoir, il y a un risque, c'est tout à fait, pas seulement un risque, il y a quelquefois des passages à l'acte, c'est-à-dire des enfants qui vont frapper leurs parents, pourquoi? Parce que les parents ont mis des limites, c'est-à-dire souvent des limites à ce qu'ils peuvent acheter à l'enfant. Et alors l'enfant maintenant grandit, l'enfant ado, et qui réclame un certain nombre d'engins, peut-être liés à l'informatique ou autre, et qui peuvent devenir vraiment très, 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 très fâchés, très violents, et les parents sont complètement désemparés. J'ai eu quand même des situations, je me souviens une en particulier, où monsieur est resté seul avec son fils, et sa femme et deux autres enfants sont partis de la famille, ont été se protéger dans un autre lieu. Alors, euh, ces demandes, donc, de plus en plus fréquentes, sont assez nouvelles. Et donc, donc on a été obligé de s'y intéresser de près. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y a un autre changement, effectivement, et votre illustration, Grégoire, était juste, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces enfants, d'abord, il faut voir dans quelles conditions ils sont nés. Dans le passé, on avait des enfants, ils arrivaient. Hein, le contrôle de la fécondité était plus que limité. Puis, avec la pilule, on a eu les enfants désirés, c'est-à-dire qu'on savait contrôler les périodes de fécondité, les périodes de non-fécondité. Mais maintenant, on a quelque chose de plus, un stade de plus, on a des enfants décidés. C'est-à-dire, et même quelquefois, on a entendu une phrase qui est quand même très curieuse, le droit à l'enfant. Je ne sais pas pourquoi on aurait droit à un enfant, ça paraît quand même une phrase assez étonnante. Et donc, l'enfant est décidé. Donc, à un certain moment, le couple se pense suffisamment mûr. Madame pense que même si monsieur s'en va, elle pourra assumer elle-même l'éducation de l'enfant, c'est-à-dire donc la trentaine passée en général. Vous savez que l'âge de la première naissance maintenant était vraiment reculé. Et cet enfant est décidé, et ça a une conséquence qui est quand même tout à fait importante, à savoir que ça responsabilise les parents. Si vous voulez, quand les enfants arrivaient, à l'époque, même mon époque, on devait aux parents. Et là, tout à coup, du fait qu'ils ont décidé l'enfant, ils pensent que ce sont eux qui doivent à l'enfant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ils investissent énormément leur enfant, c'est-à-dire au niveau relationnel. Ils s'occupent de lui, ils lui parlent, ils le sortent, ils font un tas de choses avec lui. Il y a une chose qu'ils oublient de faire, c'est de le faire entrer dans une famille. C'est-à-dire, moi j'appelle ça les enfants cerises, parce que ce sont des enfants qui sont accrochés à un couple, mais qui n'ont pas la notion d'appartenir à une famille. C'est-à-dire que ça ne leur a pas été transmis. Il n'y a pas eu de transmission, on n'a pas transmis les valeurs transgénérationnelles, on n'a pas transmis souvent l'histoire de la famille, et surtout, on n'a pas transmis l'idée de la co-responsabilité qu'il peut y avoir dans une famille. Une famille a un axe vertical, c'est les parents, l'enfant, ok, mais il y a une dimension horizontale où les uns et les autres, dans une famille, nous faisons partie d'un même ensemble qui nécessite donc un sentiment d'appartenance qui est matérialisé par le fait qu'on a une certaine solidarité, une entraide, une confiance. Et c'est-à-dire que ce sont dans l'histoire d'enfants cerises, ce sont des enfants, au fond, on peut même, je veux dire que c'est deux êtres, le couple qui a eu un enfant, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu création d'une famille. L'enfant n'est pas porteur d'une transmission, il n'est pas porteur de valeurs structurantes, et il est là
comme il a toujours été, c'est-à-dire qu'il a été l'objet de l'attention relationnelle des parents, il a obtenu tout ce qu'il voulait jusqu'à un certain point, et jusqu'au point où donc ces demandes augmentant de façon exponentielle, les parents n'arrivent plus à suivre. C'est là où il y a souvent une crise et des gens complètement désemparés, très sympathiques, qui viennent nous voir. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Bien sûr, ils ne comprennent pas. Ils ont simplement. Alors, jusqu'où ça va, c'est très étonnant. Parce que souvent, ce sont des personnes à qui je peux demander, mais que pensent vos propres parents de la situation que vous avez avec votre fils ou avec votre fille? Et ils me regardent et ils me répondent, mais en quoi ça les regarde? Vous voyez, c'est-à-dire que le passé est nié, complètement nié, euh, et effectivement, ils ne réalisent pas qu'ils ont simplement oublié de transmettre quelque chose qui était très important pour les enfants, c'est-à-dire le sens d'une responsabilité. C'est-à-dire que dans ce niveau horizontal, donc, on est dans un niveau où on est à égalité. C'est-à-dire que là, chacun doit participer d'une façon ou d'une autre. Et c'est souvent donc bon ça m'a amené à prescrire quand même assez souvent donc de mettre en place des réunions familiales un peu sur le mode associatif où c'est pas forcément un parent qui dirige le débat. Le débat peut être dirigé par l'un ou par l'autre des enfants ou des parents. C'est plutôt, ça s'adresse plutôt à des préadolescents, adolescents, ce genre de prescription, et où sont débattues lors de ces réunions les tâches que chacun propose d'assumer à l'intérieur du groupe. Chacun propose d'assumer. C'est pas les parents qui disent ah tu dois faire ci, tu dois faire ça. On n'est plus là-dedans, on est dans une dimension horizontale qui implique donc l'idée que chacun prenne ses responsabilités. Ça marche particulièrement bien dans les familles monoparentales et où on a des changements vraiment très importants à partir de ce type de prescription. Il y en a d'autres aussi. Enfin, ouais. Donc ça, c'est un point que j'avais envie d'apporter parce que c'est quelque chose, en fait, pour tout dire, j'ai pas, c'était pas une surprise pour moi parce que ce sont des situations que j'ai vues dans des familles adoptantes quand ça se passe mal. C'est-à-dire quand est-ce que ça se passe mal, l'adoption, c'est quand les parents prennent l'enfant qu'ils reçoivent comme un magnifique cadeau dont il faut prendre soin. Mais ils oublient qu'une chose, c'est que l'adoption, c'est l'entrée dans la famille. C'est pas simplement une relation avec des parents, c'est les beaux-parents, les grands-parents, les parents des parents sont les grands-parents de l'enfant dès qu'il arrive, il a des oncles, des tantes, etc. C'est l'entrée dans une famille. Et quand on oublie de cette dimension-là, souvent on a des difficultés analogues à celles qu'on a maintenant dans des familles non adoptantes. Hein. Alors ça, c'est un point que j'avais envie de développer. Il y en a, alors, le problème, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres. J'ai deux feuilles pleines de... Allez-y, on se réjouit, c'est un régal, Robert. Alors, qu'est-ce que je peux choisir de vous raconter? Alors, il y a quand même quelque chose. Il y a deux mythes actuellement que je vois, trois même, qui peuvent faire obstacle à la prise en charge des situations de difficulté. L'une, c'est le mythe de la coparentalité. C'est l'idée que les deux parents doivent s'impliquer à égalité de préférence dans l'éducation des enfants. Alors, parfois, ça se passe bien, heureusement, mais parfois, ça se passe beaucoup, beaucoup moins bien parce que il y a une différence qui va polluer cette coparentalité. C'est-à-dire, ce que nous voyons très souvent, c'est que l'un des parents, et souvent le père, va prendre un rôle très maternel, très mettant très très peu de limites. C'est le papa qui est à quatre pattes en train de jouer avec les enfants et quand maman dit c'est l'heure de coucher, il dit oh, on n'a pas fini la partie, il
etc. Et maman qui essaye de mettre des règles là-dedans. Et ça, c'est un scénario que nous voyons à répétition et qui peut conduire justement à des difficultés de couple, parce que quelquefois la rétorsion de celui ou celle qui est pas très contente, se fait au niveau du couple. Tu as été nul avec les enfants, tu baiseras pas le soir. Ça donne enfin, c'est un résumé un peu abrupt, hein, mais c'est un peu ça. Euh, et effectivement, je pense que un couple peut s'aimer, et ça ne veut pas dire qu'ils s'aiment en raison de la beauté du modèle éducatif de chacun. Même les éducateurs, je ne jamais, je pense pas qu'ils disent ah, je souhaite t'épouser, je suis tellement amoureux de ton modèle éducatif. Ça, j'ai jamais rencontré. C'est-à-dire qu'il y aura des différences. On parle de couples mixtes, mais tous les couples sont mixtes, même s'ils sont d'une culture très proche. Il y aura des différences dans la façon de se comporter dans les deux systèmes. Et quelquefois, donc, en cas de cothérapie, ça risque de créer euh, des différences qui ne vont faire que s'aggraver. C'est-à-dire, plus l'un est plutôt laissé aller, plus l'autre va être rigide, plus l'autre est rigide, etc. Je pense que à ce niveau-là aussi, il y a une proposition que j'ai largement prescrite dans ma carrière, qui est l'alternance. C'est-à-dire que la démocratie, c'est pas tout le monde en même temps. C'est chacun son tour. C'est-à-dire que, alors là, je fais très bref, mais enfin, en gros, ce que je prescris, c'est que l'un prenne toutes les décisions concernant les enfants pour une semaine et l'autre la semaine suivante. Et on alterne comme ça. Et en alternant, ce qui est très étonnant, c'est que les différences diminuent. Elles diminuent parce que si un était très laissé aller, s'il est seul en selle, il ne va pas pouvoir laisser tout passer. De même, celui ou celle qui était un peu rigide ne va pas être tout le temps rigide. Il y aura des moments où il faudra effectivement qu'il puisse laisser passer un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un point très, très important, parce que le problème, c'est que ça pollue aujourd'hui les couples et les parents avec des intervenants quelquefois qui disent ah mais vous êtes coparents, etc. Moi, j'ai jamais vu que ça fonctionnait si bien que ça. Encore une fois, ça peut bien fonctionner et encore. Hein. Souvent, ça fonctionne bien parce qu'il y en a un qui laisse tomber. Mais ce qui peut se passer, je vous dis, c'est soit il y a une escalade symétrique, c'est-à-dire avec les différences qui ne font qu'augmenter, et quelquefois le couple se met d'accord sur un modèle commun, disons, mais à ce moment-là, le gros problème, c'est qu'aucun n'y croit. Et autant vous dire que l'enfant, il ne faut pas y croire non plus. Alors ça, c'est un des problèmes que je voulais aborder. Il y en a d'autres. Hein. Par exemple, ben oui, on va parler des mythes qui nous polluent. Il y en a un qui est le mythe Arche de Noé. Je vais raconter ce que c'est que le mythe Arche de Noé, c'est une petite trouvaille comme ça, mais je trouve que ça concerne les familles recomposées. Parce que les familles recomposées, quelquefois, je vais raconter juste une petite anecdote qui concerne donc un couple que j'ai vu il y a déjà quelques années, et les gens qui sont venus me voir au mois de septembre. Au mois de septembre, pourquoi? Parce qu'il rentrait de vacances et monsieur avait 2 enfants, madame avait 3 enfants, un premier couple, l'un et l'autre, et ils avaient une idée géniale, c'était de louer un car Volkswagen, ça se faisait à l'époque, et de mettre tous les enfants ensemble, et ça allait être la famille idéale. Ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer parce que immédiatement, avec leur idée qu'ils allaient faire mieux que les familles d'origine, ils mettaient les enfants en conflit de loyauté et des deux côtés. Alors autant vous dire que ils ont largement, d'un côté et de l'autre, largement saboté sabordé, puisque c'est l'arche de Noé. Ils ont sabordé l'arche de Noé. Et je pense que quand il y a une famille, j'aime pas d'ailleurs le mot famille recomposée. Je pense que ce sont des familles pluricomposées.
C'est-à-dire qu'il y a le reste de deux familles et les familles du passé doivent être respectées. Alors, respectées de quelle façon? Je pense que l'un et l'autre des parents a absolument le droit de passer un peu de temps, de préférence régulièrement, avec ses propres enfants. Et à ce moment-là, la situation devient beaucoup plus acceptable pour les enfants. Et c'est vrai que l'entente entre les enfants est souvent très importante pour dans les familles pluricomposées parce que c'est un peu un critère de ce qui les autorise à avoir créé ce type de famille. Un troisième mythe qui est assez... alors celui-là, je vais me faire ruer probablement, c'est le mythe du père. Et je pense que en France en particulier, avec surtout le rôle de Dolto a été très important là-dessus, il y a une espèce de mythe que sans père, pas d'espoir. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de père, tout va mal. D'ailleurs, Lacan a dit le nom du père. Le problème, c'est que quand Lacan a parlé du nom du père, il n'a absolument pas parlé du papa. Il a parlé d'un symbole, quelque chose qui peut faciliter, au fond, le fait que la relation fusionnelle qui est heureusement nécessaire pour qu'un enfant se développe au départ puisse évoluer quand même et que chacun puisse prendre ou chacune puisse prendre un peu de distance. Donc, d'ailleurs, en indo-européen, vous avez deux racines pour désigner le père. Vous avez fader, qui a donné pater, qui a donné père, et puis vous avez Atta, qui a donné, c'est papa, c'est le papa à la maison, et l'autre c'est le père éternel, vous voyez, c'est le père symbolique, si on peut dire. Et donc, une femme seule peut parfaitement élever un enfant. D'ailleurs, les veuves de 14-18, autant vous dire qu'elles ont pas fabriqué que des homosexuels, il y avait aussi enfin vraiment, je pense, et alors c'est une mythique qui est dangereuse parce que quelquefois les femmes le vivent en elles, c'est-à-dire qu'elles n'osent pas faire le père de famille quand elles sont mères célibataires ou mères parce que une monoparentalité qu'elles n'ont pas forcément choisie, hein, et souvent d'ailleurs elles l'ont pas choisie. Elle n'ose pas faire le père de famille, si vous voulez. Alors qu'elles sont objectivement le père de famille. À ce niveau-là, sont des rôles, c'est pas une identité sexuée. Ça, c'est vous m'arrêtez hein, quand je. Non, je vous arrête surtout pas. D'accord, mais oui, mais au niveau, j'ai pas fait attention Non, au mais temps. alors, je sais pas, dans 10 minutes, enfin, comme vous vous sentez, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, Robert. D'accord. Alors, il y a ça aussi, j'essaie d'aller vers des choses très précises, très pratiques. Il y a une question qui m'est souvent posée par des couples qui décident de se séparer, c'est comment l'annoncer aux enfants. Et je veux dire que c'est une question extrêmement importante, parce que parfois les parents ont une phrase dont ils ne se rendent pas compte à quel point elle est dangereuse. J'ai eu 2-3 situations avec des enfants jeunes, une gamine de 9 ans, qui ont fait des tentatives de suicide graves. Je ne voudrais pas rentrer là-dedans parce que récemment, il y a une histoire comme ça à Genève qui est vraiment scandaleuse, mais bon, avec une gamine de 13 ans qui s'est jetée d'un pont sous un train, je n'ai pas envie de développer ça, mais c'est avec des parents qui ont la phrase qui tue. La phrase qui tue, c'est ah mais tu sais, il y avait très longtemps qu'on s'entendait pas, on voulait pas vous le dire, mais maintenant on a décidé. Qu'est-ce qu'ils font quand ils font ça? Ils détruisent le passé de l'enfant. Ils détruisent le passé de l'enfant. C'est-à-dire que il me semble nettement plus. D'abord, la première chose que je leur dis, si vous annoncez ça à un enfant, comme d'ailleurs toute annonce importante, ne le faites pas si vous êtes angoissé. Donc, il faut lui annoncer de façon détendue, de façon la plus banalisante possible.
Et ce qu'on peut dire qui marche, qui à mon avis marche bien, ben on s'aimait, et puis là, on s'aime plus vraiment en tant qu'homme, en tant que femme. On a de l'affection l'un pour l'autre, mais on s'aime plus vraiment comme on n'a pu s'aimer avant. Donc, on a décidé pour le moment de vivre chacun de notre côté. Vous voyez, là, l'enfant peut comprendre. Il s'aimait, il s'aime plus. Ça va. Mais dire qu'il ne s'aimait pas depuis longtemps et que l'enfant ne s'en apercevait pas est insupportable. C'est comme s'il avait vécu dans un monde qui n'existait pas. Alors ça, c'est un point important. J'essaie d'annoncer des petites choses, des choses très pratiques. Hein. Alors aussi, quelque chose que moi j'ai appris à faire, parce que j'ai vu quand même beaucoup de couples. Hein. J'ai plus de 50 ans de pratique quand même. On finit par avoir une certaine expérience, qu'on le veuille ou pas. Et effectivement, il m'arrivait peut-être plus souvent qu'avant, mais je crois qu'il va falloir que je revienne vers ça. C'est au fond de voir les enfants des couples que je rencontre. C'est quelque chose que j'ai quand même pas mal pratiqué, que je pratique encore, parce que quelquefois, non, quand je vois des parents un couple qui est en difficulté et qui ont des enfants, c'est une question que je pose toujours. C'est comment la jeune classe réagit. Alors ils me disent, oh, il y en a qui vont bien, il n'y a pas de problème, ils ont bien compris, etc. Et d'autres qui me disent, bon, c'est pas très bien, ils disent pas grand-chose, etc. Et je demande aux parents, est-ce que vous m'autorisez à les rencontrer une fois? Puisque vous me parlez d'eux, moi je trouve que ce serait bien que je fasse connaissance avec eux. Et donc je vois les enfants, et souvent les parents acceptent, je n'ai pas eu de refus. Quelquefois c'était un peu compliqué parce qu'il y avait les horaires scolaires ou des trucs comme ça, mais ça pouvait s'arranger. Donc, je vois les enfants et je discute avec eux. Je dis que bon, vous êtes au courant que vos parents ont décidé de se séparer ou vous êtes au courant des difficultés que traversent vos parents en ce moment. Au fond, comment vous voyez les choses? Est-ce que, au fond, ça vous soulage ou au contraire, ça vous attriste? Pour voir les réactions des uns et des autres. Et puis, il y a une question que je pose, c'est, au fond, quand vous avez vu cette situation, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez... Parce que très souvent, je me suis aperçu que les enfants font quelque chose. Sur le modèle d'une gamine qui m'a répondu, ah bah oui, alors, moi j'ai arrêté de travailler à l'école. Je dis, ah bon? Et alors, est-ce que ça a marché ton truc? Elle me dit non, ils ne s'en sont pas aperçus. Alors j'ai dit, alors tu as fait quoi? Ben, j'ai retravaillé. Mais c'est exactement ça. Et très souvent, à la fin de cette rencontre, qui sera unique, hein, je dis, écoutez, est-ce que vous voulez bien que je prenne votre place, c'est-à-dire que je m'occupe de vos parents plutôt que vous? Oh oui, alors là, j'ai jamais eu de refus. Et on se quitte, quitte à ce que plus tard, il y aura peut-être une demande à ce niveau-là. Mais disons, une séance puis qui me permet de me rassurer, de voir que effectivement les enfants ne sont pas désespérés, qu'il n'y a pas de situation. On peut quelquefois passer complètement à côté, sinon d'enfants qui peuvent aller extrêmement mal face à ces situations. Donc ça, c'est quelque chose que je propose. Alors, il y a d'autres choses. Hein. Oh là là. Ouais. Alors, il y a un truc qui m'exaspère, mais ça, c'est je dirais, alors ça, là, c'est un sujet très délicat. C'est la multiplication de diagnostics abusifs chez les enfants et donc des parents qui viennent avec un enfant. Alors, leur enfant, il est TADA, il est HP, enfin bref, leur enfant, il est normal. Hein. Il est normal, mais je veux dire que les enseignants aujourd'hui ont tendance
refiler aux parents, au fond, quand ils sont en difficulté avec un enfant. Euh, alors les parents ont le choix entre se sentir responsable ou accepter un diagnostic. Alors souvent, ils sont poussés à aller vers un diagnostic. Alors c'est un truc qui est quand même amusant, c'est que c'est une question de classe sociale. Les classes sociales les plus élevées ont des enfants HP et les classes plus moyennes ont des enfants TADAM. C'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'était des études extrêmement sérieuses. Et le problème, quand même, il est d'une forme c'est une stigmatisation de l'enfant. C'est-à-dire, on met une étiquette sur un enfant. Quand j'étais jeune psychiatre, j'étais dans le monde de la thérapie d'enfants, hein, les vieux nous disaient il faut jamais faire de diagnostic chez un enfant, on ne connaît pas son potentiel évolutif. Et le fait de plaquer une étiquette comme ça peut figer un état. Et donc, je trouve que c'est quelque chose enfin bon, vraiment, qui est tellement répandu aujourd'hui et qui, moi me pose problème. De même, l'utilisation de drogues qu'on donne aux enfants, par exemple la Ritaline, il ne faut pas oublier que la Ritaline, c'est une amphétamine. Donc, c'est un pouvoir addictif important. Quand j'étais jeune, la Ritaline était utilisée en douce par des cyclistes pour potentialiser leur façon de pédaler. Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des médicaments anodins. Et les antidépresseurs, alors, ils posent vraiment un vrai problème. Sont quand même des produits, pour la plupart, qui n'ont d'antidépresseurs que le nom. Il y a un effet placebo considérable. Bon, j'ai fait ma thèse autour de ça, donc j'en sais quelque chose. Et, et donc, bon, et par ailleurs, ce sont des produits qui sont désinhibiteurs. Par exemple, moi, j'ai eu un patient il n'y a pas longtemps, un médecin qui me disait, je prends des antidépresseurs pour avoir le courage de me suicider. C'est-à-dire, et d'ailleurs, la question du suicide est sur les notices des antidépresseurs, si vous les lisez attentivement, parce qu'effectivement, ce sont des désinhibiteurs, mais donc qui comportent, et puis eux aussi pas tous, mais ont il y a des risques d'acétude de dépendance qui sont importants. Enfin bref. Et alors chez l'enfant, il y a eu une commission à l'Assemblée nationale il y a des années, dont je faisais partie, qui était destinée à savoir faut-il donner des antidépresseurs aux enfants. Et donc, on était une quinzaine de spécialistes, et l'unanimité, c'était qu'il faut pas. Il faut pas il faut essayer d'abord, enfin pas d'abord, on peut travailler avec ces situations-là, plutôt en thérapie d'enfants, voire avec l'appui des parents, parce que quand même à l'époque, même avant la thérapie familiale, quand on s'occupait d'enfants, on s'occupait aussi des parents. On avait bien compris que s'occuper des parents, c'est s'occuper des enfants. Voilà, ça c'est aussi un point important. Bon, il y en a d'autres, mais je vais laisser la place aux questions et aux sujets qui peuvent peut-être vous intéresser.